être content de soi quand on est filmé de façon dans le cinéma direct. Bon, je pense que c'est vrai que Patrick pratique quelque chose de très respectueux, très différent. Enfin, on est chacun, tous les trois, malgré tout, très différents. Vous avez tous les trois énormément de talent, en tout cas c'est ça qui fait le point commun, ça c'est clair. On va faire une sorte de petite pause dans notre débat parce qu'il y a une rubrique habituelle dans l'émission qui s'appelle Premier plan, où on demande justement à quelqu'un qui est en train de terminer un film nous envoyer de toutes premières images. Et ici, il me semblait intéressant d'avoir les premières images du nouveau film de Anne Lévy-Morel. Alors pourquoi Anne Lévy-Morel? Parce qu'elle a inauguré avec Le rêve de Gabriel une nouvelle manière de sortir un documentaire, puisque c'est le premier documentaire qui a eu vraiment un grand succès en salle. Voilà, elle est en train de terminer un film qui s'appelle Le berceau de l'enfant pisseur. Et on va en voir quelques images qui devraient plaire à Richard d'ailleurs. Allez voir pourquoi. Pour le pisseur ou le berceau? Allez voir. Si on regarde le dos, il y a un aspect des membres inférieurs qui ressemble un petit peu à des bébés, avec des fesses qui commencent à être marquées, et puis surtout ces creux ici, et la région lombaire, le creux du dos, la façon dont les omoplates sont marquées, dont la musculature commence à apparaître ici, et qui est d'un âge plus important. Hein. Un bébé n'est pas comme ça. Il est beaucoup plus tronculaire, beaucoup plus cylindrique, plus enveloppé, évidemment. Ce qui fait que je me demande finalement, je suis un petit peu embarrassé pour vous le dire, mais je ne suis pas vraiment sûr que ce soit un enfant. Ah? Je sens que vous êtes très déçus, mais je ne suis pas certain que ce soit un enfant. Je me demande si ce n'est pas finalement une espèce de chimère. Une chimère, Madame la Pluie? Qu'est-ce que c'est que ça? D'après les dictionnaires, une chimère est un monstre mythologique à tête de lion, ventre de chèvre et queue de dragon, qui crache non pas du pipi, mais du feu. Plus généralement, il s'agit d'un être bizarre, composé de parties disparates, formant un ensemble bariolé. À Bruxelles, on a un autre nom pour ça. Zinneke. Un Zinneke, c'est le nom qu'on donne à un petit chien bâtard. Quand je dis je suis une vraie Zinneke, c'est tout simplement pour dire que j'ai des origines extrêmement diverses. Voilà. Quel beau raccord. Quel beau raccord. Merci pour elle. Bon, on est dans un tout autre genre de cinéma ici. On est loin peut-être de vos préoccupations. Un cinéma plus esthétisant, plus esthétique, avec une écriture plus... Enfin voilà, c'est des toutes premières images, et le timecode est dedans. Enfin, je veux dire, c'est ça, oui. On peut t'envoyer fonderie. ça alors. Je t'enverrai Dragon prochainement. Oui, mais dites-nous un peu, vous êtes en train de travailler les uns les autres sur des choses? Oui, moi je travaille d'arrache-pied là avec Franco Dragon. Un portrait de Franco Dragon. Oui, c'est un portrait de lui et de ses occupations multiples qui sont à base de création artistique, de spectacles vivants et à base de production, de création, de production de ce genre de produits qui sont sortis de l'entertainment américain. Vous voyez, Patrick, là, il va faire les deux d'un coup. Il va faire un businessman de la haute finance et un homme du peuple de la Louvière dans le même film. Très bonne idée. Et vous, Patrick? Je suis en train de terminer un film, un road movie documentaire qui va des traces du mur de Berlin jusqu'à la nouvelle clôture, la nouvelle frontière de l'Europe à Ceuta, donc entre l'Espagne et le Maroc, donc à travers l'Allemagne, la Belgique, la France et l'Espagne. Et voilà, on termine, on fait les génériques là. D'un mur à l'autre. Voilà, d'un mur à l'autre, Berlin-Ceuta. Et vous, Richard? Je m'occupe d'Esther parce que c'est un gros boulot que d'essayer de faire vivre ce film qui est très bien reçu par les gens, c'est formidable, mais qui au départ n'a pas toutes ses chances, quoi. C'est pas, c'est pas Madonna en string, quoi. Non, mais alors c'est un film formidable. Si je peux
supporté. Je l'ai vu, apprécié. Et bon, alors, le DVD existe, mais il faut le commander chez vous, en fait. Oui. Non, pour l'instant, il n'est pas encore commercialisé. Là, il participera à divers festivals présents et à venir. Mais j'y vais tout doucement. Je ne tiens pas du tout à le distribuer, qu'il fasse 3 jours au Vendôme, 4 jours à l'Actors. Ça ne m'intéresse pas. Je suis désolé, parce que maintenant, on va voir un extrait. Après, tout le monde voudra le DVD. Donc, Ah oui, mais voilà. Je t'en prie. On fait connaissance avec Esther, un personnage. T'es optimiste. Vous êtes optimiste. Moi, je chantais haut, avec une voix lourde. Haut, et ma sœur, elle chantait bas. Et ma mère, ma mère, c'était un rossignol. Qu'est-ce qu'elle a chanté dans son café? Les gens disaient toujours, Yvonne chante une fois, Yvonne chante une fois. Chez moi, tous les soldats étaient mes chéris. Tu sais que j'aimerais bien, celle-là, passer mon congé avec toi toute seule. Oui. Ça, là, j'ai certainement pas répondu. Là, il s'est passé des choses. Cela va venir un jour. Non, mais là, il s'est passé des choses. Cela va venir un jour, un vrai loufta. Et toi, tu crois ça, j'ai dit à moi-même. Oui, d'accord. Il s'est passé des choses pour t'avoir. Non. Et quand ce jour viendra, nous resterons tous les deux seuls pendant tout mon congé. Il m'aimait bien, ce garçon. Et c'était un beau petit type avec une brosque comme ça. Avec une brosque, parce que j'allais toujours dans son brosque. Comme tu disais sur ta lettre, toutes les femmes sont pareilles. Mais avec toi, je ferai de l'amour, oui, jusque pour toi et que tu n'oublierais jamais. Eh bien, moi, je ne sais pas ça. De ton chéri qui pense toujours à toi, Marcel. Tiens, il a tant pensé à moi qu'il n'est plus jamais revenu, ce ivraire. Tu étais la Lolita de l'armée canadienne, dis. Non, moi, j'étais la fille du numéro 17. Parce qu'on avait un numéro 17 sur notre café, hein. Et j'étais connue. Hein, vous êtes la fille du numéro 17, et là, pour ça, hein. Pour ça, hein. Dis, ma caméra ne tape pas sur ma caméra, quand même. Voilà, Esther, formidable personnage. On parlait de la caméra amoureuse. Le spectateur est embarqué par cette femme, qui n'est pas une femme d'exception, quelque part. C'est Madame Tout-le-Monde. Et vous allez la chercher là dans son intériorité. J'ai un petit cadeau pour vous, Richard. Parce qu'en préparant l'émission, on me disait, oui, mais Esther, est-ce que ça colle dans une émission sur le cinéma social, documentaire social? Et j'ai retrouvé un texte de Jean Vigo. Vous savez que Jean Vigo est le premier à avoir utilisé l'expression documentaire social. Et il parle des portraits, il dit, en 1931, il dit « Le but sera atteint si l'on parvient à extraire d'une personne banale et de hasard sa beauté intérieure ou sa caricature, si l'on parvient à révéler l'esprit d'une collectivité d'après une de ses manifestations purement physiques. » Mais Storck, qui appréciait grandement Jean Vigo, c'est vraiment dommage, pour mille raisons, qu'il ne soit plus de ce monde parmi nous. Mais j'aurais vraiment aimé personnellement lui montrer Esther et Elvire, qui était le titre initial, mais Esther Forever, parce que je pense enfin qu'il aurait été fortement touché par ce film, oui. C'est un film que j'ai tourné pendant 6 ans et demi. Je ne dis pas ça pour avoir une médaille ou pour avoir l'air malin, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'un long tournage permet une autre écriture, une autre approche de vie. Je ne savais pas du tout quand j'ai commencé à tourner, après avoir acquis la caméra que Manu m'a vendue, comme je disais tout à l'heure. Je ne savais pas du tout où j'allais. Je ne savais pas du tout que j'allais tourner encore dans 1 an, dans 2 ans. Et je ne savais surtout pas que j'allais vous en parler un jour, ici à Mons, aujourd'hui. Voilà. Alors on vient parler d'Henri, qui n'est plus là, vous qui êtes là. Et puis, à la jeune génération, on a Hugues Lano qui nous a rejoints. Alors, je suis fier d'inviter Hugues sur le plateau parce qu'il a réalisé plusieurs fois l'envers de l'écran, donc c'est un réalisateur maison, et qui, lui, vient de terminer un travail qu'on peut voir sur les écrans pour l'instant, qui est à l'affiche, un film qui s'appelle Modus Operandi, et qui, lui, travaille justement sur la mémoire, les archives. Hugues, vous pouvez peut-être expliquer en 2 mots. En 2 mots, Modus Operandi, c'est un film donc, qui retrace le génocide juif en Belgique étape par étape, c'est-à-dire que, en gros, on décrit comment une poignée de nazis a réussi à mettre en place, au nez à la barre de la population belge, toutes ces mesures anti-juives qui vont conduire 25 000 personnes
dont la plupart d'entre elles étaient juives, vers Auschwitz. Et donc le film s'attelle en fait à décrire étape par étape, depuis le début, c'est effrayant. Toutes les mesures qui au départ ne sont pas forcément visibles aux yeux de la population belge. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle au départ la population belge n'a pas vraiment réagi à l'ensemble de ces premières mesures qui vont conduire à l'étoile jaune dans une phase plus visible, et puis ensuite au rafle et à la déportation de ces 25 000 personnes, dont 95% ne reviendront pas. C'est un film à la fois terrifiant, mais tellement instructif parce que ça s'est passé chez nous. Alors c'est pas un Xème film sur la Shoah, c'est comment ça a fonctionné, modus operandi en Belgique. Les rafles se déroulent aussi à Bruxelles. Mais contrairement à Anvers, et malgré les pressions de la CIPO-SD, les bourgmestres refusent toute participation des polices communales. Le 3 septembre 1942, les Allemands se mettent à la chasse aux Juifs dans le quartier de la gare du Midi. En fermant les yeux, je les entends maintenant encore marcher dans la rue, et j'entends des cris de femmes, et j'entends des hurlements, et surtout les coups de crosse sur les portes. Alors vous comprenez bien que l'enfant de 16 ans que j'étais, je ne parle pas des autres, mais mon point de vue, quand j'ai senti les coups de crosse dans les portes se rapprocher, je me suis dit, ils savent très bien où ils doivent frapper. Et c'est à coups de crosse dans le dos et d'insultes, je veux vous épargner les insultes, nous avons descendu ces marches. Je descends dans la rue et je vois un attroupement. J'ai habité au coin, rue de Méro de Roukounratz. C'est un carrefour et le rassemblement avait lieu au carrefour. C'était tous des gens éplorés qui hurlaient, qui pleuraient, avec des pauvres hardes en main et un petit paquet. Et tout autour, tout le quartier était entouré de chiens et d'Allemands armés. En tout, 718 juifs étrangers sont arrêtés pendant la rafle de Bruxelles. Tous sont déportés. J'avais un oncle qui habitait un peu plus loin, en face, un peu plus loin dans la rue, qui s'appelait, en yiddish, on l'appelait Motke, bon Maurice, déporté, plus jamais revu avec la famille, bien sûr. J'avais une autre tante dans la rue des Tanneurs, un peu plus loin, qui était cordonnier, un peu plus loin là-bas. Bon, là, je me souviens, c'était une maison où il y avait un magasin de machines à coudre. J'avais un ami là qui s'appelait Anatole, je n'ai plus jamais revu ce magasin là. Bon, là j'avais, je l'ai dit tout à l'heure, un ami dont le père était fourreur. C'est toujours très émouvant pour moi. Je dois faire maintenant un grand effort sur moi-même parce que c'est très émouvant. C'est moi. Voilà, c'est effectivement très émouvant. On l'a vu, c'est un film qui mélange les interviews faites aujourd'hui, des interviews un peu plus anciennes, des images d'archives, des photographies qui sont refilmées. Mais si vous vous sentez proche, loin de ce travail... Il y a beaucoup de la façon dont les personnages reviennent sur des lieux. Ça, je trouve, c'est toujours des lieux qui sont touchants, qui sont particulièrement affligeants, et dans ce cas-ci. C'est très fort, je trouve. En fait, on se rend compte quand dans cette émission, qui pourtant est très parcellaire, forcément on est tenu par le temps, et d'ailleurs on arrive tout doucement déjà au bout, mais que le documentaire, je sais que c'est un mot que vous n'aimez pas, Richard, un documentaire, mais que ce genre est en fait 1000 genres, qu'il y a pratiquement autant de genres documentaires qu'il y a de documentaristes. C'est plus vaste que la fiction, je pense. Hein? Oui. Moi, je voudrais dire cinéma direct. J'aime assez le cinéma direct. Et moi, j'aime assez bien l'appellation du festival de Nyon, à savoir Vision, au pluriel du réel. Vision du réel. Je sais bien que c'est pas évident que les gens... Ces visions du réel ou ce cinéma direct a un avenir? Ah oui. Quelle question? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr non plus. Au sein de la RTB ou bien en général? Ah, ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question. C'est très loin d'être sûr. Certains disent que c'est un genre qui est mourant, d'autres disent qu'il est déjà mort et qu'on est en train de l'enterrer.
Donc c'est sûr que c'est un genre qui intéresse peu les chaînes de télévision et de moins en moins les responsables des programmes. Pour le cinéma, on peut faire parfois un film, 2 films, mais bon, il y a peu de gens qui vont faire toute une carrière avec du documentaire au cinéma. Donc c'est un genre qui est en très très grande difficulté et qui est remplacé par du reportage qu'on nous vend comme du documentaire, mais... Voilà, c'est sûr, en grand danger à cause de tout le tort qui a été fait par la télé-réalité. Ça, c'est vraiment et par l'audimat, parce que ce sont des films qui ne font pas beaucoup d'audience. Oui, parce qu'ils passent très tard aussi. Oui, mais même quand ils passent très tôt, ils font beaucoup d'audience. C'est sûr que quand le film dont on vient de voir un extrait, s'il passe à 20h30, 21h à la télévision, si en face il y a des émissions de divertissement, etc., c'est sûr que le gros du public, il va aller sur les émissions de divertissement et pas sur le film. Ceci dit, le film précédent de votre producteur, qui était consacré à la Shoah au Luxembourg, parce que c'est un travail que Willy Perelstein fait d'aller mettre la loupe, a été la plus grosse entrée salle de Luxembourg de l'année, devant les films de fiction. Mais je partage votre inquiétude, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a fait cette émission. Je pense qu'il faut serrer les coudes. Ce qui est sûr, c'est que les 15 documentaires disparaissent comme une peau de chagrin, ça c'est sûr. Quand on a programmé les amendes assises, on a eu plus de succès d'audimat qu'un match de football. Donc, mais c'était à l'époque où on pouvait encore le passer la bonne nouvelle, c'est qu'en foot, on est de plus en plus mauvais, donc en foot, on est de plus en plus mauvais, donc on a beaucoup de chance. Mais moi, je crois qu'il y aura toujours un public pour le documentaire, quel qu'il soit. Je pense qu'il y a toujours des gens qui seront intéressés. Ce qu'il faut, c'est trouver les diffuseurs qui soient, évidemment... qui financent. C'est une télévision qui n'a pas de pub, mais qui est financée par quoi? C'est ça le problème. Le documentaire, c'est la noblesse du cinéma, c'est sa raison d'être. Il a commencé avec la sortie des Frères Lumière, et peut-être qu'il se terminera avec la sortie de La Terre dans l'univers. Mais le documentaire, c'est vraiment du cinéma qui est tout sauf inutile. Ce n'est pas seulement ludique, ce n'est pas seulement passer un moment avec quelques comédiens qui vous mentent et qui racontent une histoire fictive, enfin non. Mais il est très utile, mais il n'est pas rentable. Et nous sommes à l'époque du rentable, c'est ça le problème. Oui, bien sûr. C'est ça le problème. Bien sûr, mais c'est les bonnes choses qui survivent. Eh bien, battons-nous pour l'utile et pas pour le rentable. J'ai une actualité documentaire à vous proposer aussi et qui devrait vous ravir. Le 19 avril, retenez la date, à la Cinémathèque, et ce sera dans notre rubrique Trésor de la Cinémathèque, on va montrer le tout dernier film de Rossellini. Et Rossellini est quelqu'un, on a beaucoup parlé de Storch, mais très intéressant aussi dans la mesure où, parti de la fiction, père du néo-réalisme, il est allé vers la télévision et vers le documentaire. Et figurez-vous que là, on va voir un inédit de Rossellini. L'histoire est tout à fait étonnante. On est en avril 1977. Beaubourg vient d'ouvrir et Beaubourg est très mal reçu. Le bâtiment n'est pas compris par les Parisiens. Et curieusement, le Quai d'Orsay va demander à Rossellini de faire un documentaire sur Beaubourg pour essayer de comprendre cet endroit qui se veut être un carrefour de culture. Je vous propose en toute exclusivité un extrait donc, de ce film qui s'appelle Le Centre Georges Pompidou. La cigale de La Fontaine. Non, mais c'est en train de faire une Pourquoi les tableaux? J'en mets, on serait pas loin. C'est fantastique. Ah, mais ça ressemble à l'Olympia de Manet. Mais c'est Mais non, c'est pas l'Olympia de Manet, c'est une espèce de composition à partir de l'Olympia de Manet. Et oui, mais et c'est une composition, mais il y a aussi comment ça s'appelle les bains.
Roger, pourquoi t'as pas ça dans ton garage? Touche pas, bon Dieu. Est-ce qu'elle m'énerve celle-là? Dans un autre parcours, je la supporte plus. Il faut suivre la chronologie. Oui, vraiment insupportable ces gens. Ça, c'est du beau. Tu vois? La dame qui monte son zizi. C'est quoi? Je sais pas. C'est une dame que c'est un monsieur. C'est un costume de maître d'hôtel qu'elle est en train de faire. Pourquoi des gens pareils viennent-ils visiter des musées? C'est des gens mal élevés. Voilà, on fait évidemment un fragment, mais le travail de Rossellini, c'est comme toujours remettre l'humain au centre de tout ça et dans ce grand magasin de la culture. Voilà, messieurs, on arrive au terme de l'émission. Je vous remercie d'avoir été là parce que je pense qu'il y a effectivement un combat. Et merci à vous et à Anne Isler aussi. Et Anne Isler, notre productrice, grande amatrice de documentaires, et qui a d'ailleurs appris à coller la pellicule avec Henri Storck. C'est dans sa biographie, voilà. Ouais, je me rappelle. Bon, si vous voulez bien, on va terminer sur une autre phrase de Jean Vigo dans ce même texte, et je pense qu'elle résume bien ce que nous espérons. Il disait en 1931, « Désormais, le monde qu'autrefois nous côtoyions avec indifférence s'offre à nous, malgré lui, au-delà de ses apparences. Le documentaire social devra nous ouvrir les yeux. » Je crois que ça s'applaudit. Thank you.